Bonjour Joël Meskens. Bonjour à tous. Alors, à un peu moins de 48 heures avant le premier tour de la présidentielle française, dites-nous un petit peu quelle est l'ambiance, puisque vous êtes en direct de Paris. Mais ambiance un petit peu bizarre parce qu'à la fois on a un scénario qui semble écrit d'avance depuis des mois maintenant et qui s'est confirmé ces dernières semaines, c'est-à-dire d'un deuxième tour longtemps annoncé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, et en même temps un certain nombre d'inconnus qui demeurent, de surprises qui peuvent encore advenir, des enjeux pour la première place de ce premier tour qui pourrait créer une dynamique par exemple, un enjeu pour sur la question de savoir qui sera le troisième homme ou la troisième femme de cette élection, Mélenchon ou Marine Le Pen, enjeu aussi autour de la participation dans ce scrutin. Donc il y a encore des surprises qui peuvent advenir malgré effectivement une tendance sondagière qui ne s'est pratiquement jamais démentie durant tout le cours de cette longue campagne. Et tout autour de ces enjeux, il y a aussi, on ne peut pas le nier, une certaine polémique hein, au niveau des résultats. Mhm. Et à ce sujet, un de nos internautes, Liberté, nous dit ceci, Libé et maintenant Le Monde ont annoncé qu'ils s'aligneraient sur la Belgique en ce qui est l'annonce, en ce qui concerne en tout cas l'annonce des résultats avant 20 heures. De l'autre côté, on a entendu le procureur de Paris prévenir que tout non-respect de la loi sur les résultats serait sévèrement réprimandé. Et Liberté de vous demander comment pensez-vous que les choses vont se passer d'ici là. Mais en tout cas, le verrouillage absolu me semble complètement illusoire. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une course effrénée dès 18 h dimanche soir dans le monde que l'on connaît aujourd'hui de la twitterisation au maximum de l'information. Donc je pense qu'effectivement, les résultats vont se répandre tous azimuts, non seulement parce que vous l'avez dit, des médias étrangers, dont le soir publieront les résultats sur leur site dès qu'ils auront des estimations fiables, mais aussi parce que les Français eux-mêmes s'apprête à briser la règle. C'est effectivement le cas de Libé, de Rue 89 notamment. Ces médias-là considèrent que la loi est tout simplement obsolète vu le cours des choses, la modernisation des technologies, etc. Et veulent souligner cette espèce d'anachronisme qui règne encore aujourd'hui, et quitte à se faire effectivement, quitte à prendre le risque d'une amende, mais une amende qui serait de 75 000 euros, ce qui n'est rien par rapport aux budgets colossaux des journaux pour un coup de pub maximum, si l'on est le premier à fournir dimanche soir l'information que toute la France et même peut-être toute l'Europe attend. Afin d'éviter peut-être cette cacophonie, certains internautes proposent de la fermeture des bureaux de vote à la même heure pour tout le monde et partout en France, Mm ce -hmm. qui pourrait résoudre selon eux une Mm -hmm. certaine Mm -hmm. voilà, Mm cette -hmm. cacophonie Mais autour de l'annonce des résultats. Qu'en pensez-vous? c'est effectivement une très bonne solution, et ce qui est curieux, c'est que c'est une solution dont on parle déjà depuis des années et qu'elle n'a jamais été mise en place. Le débat s'était déjà posé, mais c'est vrai dans une moindre mesure en 2007, parce qu'à ce moment-là, on était seulement au balbutiement des réseaux sociaux, et donc la question s'était posée simplement pour les sites internet des journaux, mais la question avait déjà été évoquée, cette solution avait déjà été proposée de fermer tout simplement tous les bureaux de vote au même moment, c'est-à-dire, bon, coupons la poire en deux, à 19 h, pour permettre effectivement une information égale de tous les citoyens français, de tous les citoyens du monde, puisqu'on est à l'heure de la globalisation de l'information au même moment et avec les mêmes règles, sans prendre le risque de fausser le scrutin. On peut présupposer que c'est finalement la dernière présidentielle qui se déroulera de cette manière-là, parce qu'on a du mal à imaginer que la prochaine ne puisse pas justement tenir compte des nouveaux médias, de Twitter, Facebook, etc. Oui, oui, absolument. Cette règle-là paraît tout simplement intenable. Déjà, je prends le pari avec vous qu'effectivement, dimanche soir, la règle ne sera pas respectée, quels que soient les dispositifs pris par le parquet de Paris pour être vigilant, quelle que soit la vigilance et les recommandations de la commission des sondages, la règle volera en éclats, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors, on parle justement donc de loi de divulgation des résultats avant 20 heures. Lise vous demande, est-il vrai qu'à partir de maintenant, les candidats n'ont désormais plus le droit à la parole dans les médias, et ce jusque dimanche?
Oui, à partir de la règle vaut en fait à partir de minuit ce soir, il n'y aura plus de sondage autorisé en France, mais aujourd'hui c'est la dernière journée de campagne, donc c'est la dernière fois effectivement que chacun des candidats livrera qui est un meeting, qui est une réunion publique, qui est une visite de terrain. Mais effectivement, traditionnellement en France, la journée du samedi est une journée de pause électorale. C'est considéré comme un temps de réflexion, 24 heures de réflexion pour figer une idée et encore une fois une règle qui est peut-être un petit peu désuète mais en même temps qui a peut-être son sens quand on sait que jusqu'à 20% de personnes ne savent pas encore exactement pour qui ils vont voter dimanche prochain et s'ils vont voter dimanche prochain. On y reviendra peut-être sur cette question des Mhm. indécis et des abstentions, mais l'angle de ce 11h02, c'est la question qui est posée, fin de règne pour Nicolas Sarkozy. Alors Gilles vous demande si vous confirmez cette atmosphère de fin de règne pour Nicolas Sarkozy, et qu'en est-il des fameux transfuges du clan Sarko vers celui de Hollande qu'on a pu observer cette semaine? Mhm. Alors, fin de règne, si je prends les termes très précis de cette question, oui, très clairement, il y a une ambiance de fin de règne autour de Nicolas Sarkozy. C'est très clair dans son entourage, où on sent très très fort une ambiance de défaitisme, et depuis un moment déjà, mais encore plus fort cette semaine. Le basculement, je dirais, c'est vraiment fait cette semaine, où on a vu que les premiers frémissements enregistrés au moment du démarrage de la campagne de Nicolas Sarkozy s'étaient arrêtés, et qu'on a revu des sondages montrant François Hollande largement en tête, y compris au premier tour. Et là, on sent un basculement dans l'entourage, je dirais, du candidat, ce qui ne veut pas dire que lui-même a déjà acté la défaite, même s'il y a eu, encore une fois, cette semaine, où je situe vraiment le basculement, des mots très étranges prononcés par Nicolas Sarkozy. Il a parlé lors d'une émission de radio où on lui demandait de choisir un disque, il a choisi le disque Souvenir de Julien Clerc. Pourquoi Souvenir alors que de son côté François Hollande choisissait une chanson évoquant la victoire? Il y a eu cet autre mot où, finissant une autre interview, il a fini par conseiller bon courage à François Hollande dans une formule assez mystérieuse. Donc on sent chez Nicolas Sarkozy peut-être des moments de doute, mais il ne baisse pas les bras. S'il y en a bien un dans son camp qui n'a pas acté la défaite, c'est bien lui. Alors justement, parce qu'il y a encore des zones d'ombre et d'indécision dans cette campagne, tout n'est pas joué d'avance bien sûr, il faut encore aller voter dimanche. Et JM vous pose cette question, Hollande est devant Sarko dans les sondages, mais quid de la proportion des indécis justement, à combien sont-ils estimés, et à qui pourrait-il profiter un éventuel second tour, plutôt à Hollande ou à Sarko? Et JM vous demande aussi si on a des estimations quant à l'abstentionnisme. D'abord peut-être sur les indécis, Joël? Oui, il y a une très forte proportion d'indécis, mais c'est assez fréquent dans les élections. Et ce qu'on constate, en tout cas, la particularité cette fois-ci, c'est que les indécisions se passent à l'intérieur même des grands blocs politiques, en fait. Les gens qui hésitent, ce ne sont pas des gens qui hésitent entre aller voter Nicolas Sarkozy ou aller voter François Hollande, par exemple. C'est à l'intérieur même des camps, du camp de la gauche et du camp de la droite, qu'on remarque ces doutes. Enfin, en clair, les gens hésitent entre voter Mélenchon et Hollande, ou entre voter Sarkozy et Marine Le Pen, par exemple. Il y a aussi une part d'indécision dans l'électorat de François Bayrou, qui ne paraît pas figé. On a parlé d'un électorat très volatile, qui ne savait pas très bien où se situer, à la mesure d'ailleurs des positionnements justement de François Bayrou lui-même. Donc il y a une forte part d'indécis, forte part d'abstention aussi, qu'il faudra très précisément observer dimanche. Ça sera très intéressant, parce que ce qu'on voit dans cette campagne, c'est une énorme demande politique. Il y a une fréquentation des meetings qui est inouïe, avec le phénomène des meetings de plein air, où un candidat comme Jean-Luc Mélenchon fait à chaque fois un tabac. Les scores des audiences télévisées aussi sont très élevés, ce qui montre une très forte demande politique, mais qui ne correspond pas forcément à l'offre politique proposée. On a l'impression un petit peu que les gens sont dans une attente, ils veulent exprimer un cri, peut-être un vote de colère, en tout cas exprimer leur colère, mais pas forcément à l'intérieur d'un vote, à l'intérieur du système lui-même. Et on peut remarquer d'ailleurs que deux candidats qui peuvent faire un score important si on les additionne dimanche soir, je parle de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, peuvent être ensemble jusqu'à 30%, deux candidats clairement dans la logique anti-système traditionnel politique. Justement par rapport à la demande attendue, à la demande politique des Français et à l'offre qu'ils auraient proposée par rapport aux candidats
candidats. Moi, à cette question, mis à part le fait démocratique d'avoir beaucoup de candidats, quel a été réellement l'intérêt des candidatures de Poutou, Artaud, Cheminade, Dupont et même d'Eva Joly? Quel est le sujet que ces candidats, demande encore moi, ont amené et qui a ajouté ne fût-ce qu'un seul élément de débat? Ne vaut-il pas mieux compter les votes blancs pour connaître le taux de désapprobation globale de la population française? Questionne-moi. Ben, c'est une question très pertinente, effectivement. J'entendais, je crois que c'était hier, Nicolas Sarkozy se poser la question de savoir l'incongruité de la loi électorale, de cette compétition présidentielle où on a des candidats, effectivement 10 candidats, parmi lesquels un Jacques Cheminade que personne ne connaît, dont le programme prévoit notamment de coloniser Mars, que ce candidat soit dans la course présidentielle alors qu'un ancien Premier ministre comme Dominique de Villepin ne s'y trouve pas, ça paraît complètement farfelu, et c'est aussi une règle qui sera très certainement à revoir que celle des fameux 500 parrainages nécessaires pour concourir. Cela dit, ces gens-là veulent aller dans la campagne présidentielle parce que c'est traditionnellement un moment pour se faire entendre, pour faire passer des messages, même si on réalise un très faible pourcentage au final. Pour des gens comme Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière ou Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste, eh bien c'est l'occasion, grâce encore une fois à la règle des temps de parole lors de la campagne officielle, de faire entendre une voix que durant le reste de l'année, durant le reste d'un mandat de 5 ans, on n'entend jamais. Par rapport aux candidats, justement, Max, à cette réflexion et cette question, on parle beaucoup des candidats, mais finalement peu, ou on a peu entendu parler de leur programme. Alors est-ce qu'il y a eu, demande Max, de grandes promesses faites par les uns et les autres au cours de la campagne? Faut nuancer en fait. On a beaucoup parlé des candidats et peu de leur programme, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup, comme c'est d'ailleurs de coutume, beaucoup d'échanges un peu violents, très personnels entre les uns et les autres, des noms d'oiseaux échangés. Mais il y a eu, et c'est vrai aussi qu'il y a eu des éléments de programme qui paraissent dérisoire pour une présidentielle. On a commencé à parler de la viande halal, du permis de conduire, que sais-je, d'enjeux qui paraissent accessoires, mais il y a eu aussi, et on l'oublie parfois, de vrais débats, notamment autour de la dette autour tout simplement de la question européenne. C'est la première fois depuis ces dernières années en France qu'on parle tant d'Europe dans une élection présidentielle qui est traditionnellement extrêmement franco-française. L'Europe a été un vrai enjeu avec un vrai clivage, où on a vu un Nicolas Sarkozy par exemple prôner la suspension des accords de Schengen, donc prôner une Europe plus fermée sur elle-même, et au contraire un François Hollande qui insistait sur la nécessité de revoir le traité sur la discipline budgétaire pour y intégrer plus de croissance. Donc il y a eu des vrais débats de fond, même si c'est vrai, ils ont été un peu occultés par la violence parfois de cette campagne et par les coups échangés, les coups personnels échangés par certains des candidats. Alors deux questions peut-être un petit peu plus techniques de la part de moi et puis de Guest. Moi demande, ne vaut-il pas mieux d'ores et déjà s'intéresser à la campagne législative? Les Français pourraient-ils vouloir forcer une cohabitation? Et de poursuivre, pourquoi l'élection législative n'est-elle pas jointe à l'élection présidentielle? Est-ce un effet de la Ve République? Demande encore moi. Ce sont de très bonnes questions. Effectivement, les élections législatives, on en parle très peu. Le risque d'une cohabitation, il semble totalement écarté parce qu'il existait en fait en réalité au moment où il y avait une différence au niveau des termes des mandats. On était dans les septennats à l'époque, et effectivement donc les législatives ne correspondaient pas au moment du vote présidentiel, et donc traditionnellement le peuple français n'accordait pas forcément sa confiance. Des années s'étaient parfois écoulées entre le vote présidentiel et le vote législatif, et on assistait parfois déjà à un vote sanction, ce qui a donné lieu à plusieurs effectivement cohabitations. On n'est plus dans ce schéma-là. La logique des institutions, la logique du système électoral veut que l'on donne maintenant une majorité claire au candidat qui vient de sortir vainqueur de l'élection présidentielle, même si c'est juste un mois avant. Donc risque de cohabitation me semble absolument totalement écarté. Cela dit, effectivement, je partage tout à fait cette réflexion, cette remarque. Pourquoi ne pas faire coïncider l'élection législative avec le vote présidentiel? Ce serait, semble-t-il, une formule très simple et qui serait dans la logique des choses. Alors autre question un peu technique, celle de Guest. Moins de 2 semaines avant le jour J, Sarkozy a autorisé les spéculations sur la dette française. Alors quelles conséquences, demande Guest, cette manœuvre pourrait avoir sur les moyens d'action du prochain président?
Mhm. Avant de répondre à ceci, je voudrais juste revenir un instant sur les élections législatives parce que ça me semble aussi important tout de même. S'il y a aussi cette différence, c'est que entre les dates de coïncidence des deux scrutins, c'est aussi parce que des choses vont se passer entre l'élection présidentielle et la législative. On va assister à partir de lundi matin à des recompositions très importantes dans le paysage politique. Je pense par exemple à ce qui peut arriver en cas de très gros scores de Marine Le Pen et de très faibles scores de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen tentera aussitôt de recomposer le paysage politique de la droite en s'assurant des soutiens de l'aile la plus dure de l'UMP. François Bayrou, lui aussi au centre, cherche à jouer sa partition et mise sur une défaite de Nicolas Sarkozy pour recomposer le paysage électoral à droite autour du centre, autour d'un centre droit, refaire en clair une UDF comme il y en existait avant l'UMP. Avant de conclure peut-être ce 11h02, j'aimerais bien que vous réagissiez à cette réflexion de Guest qui nous dit ceci. Depuis le lancement de la campagne présidentielle, les nouveaux oracles, sondages et médias dominants ont déjà nommé le vainqueur. Tout cela ressemble à un film de série B où l'on connaît déjà le dénouement. Et au niveau du relais des idées, zéro pointé pour la presse qui s'amuse à nous distraire avec des guéguerres de mots, de chiffres, d'experts de tout poil. Époque pitoyable, termine Guest, où nous sommes les acteurs d'une télé-réalité mondiale. Le rêve en moins, nous dit encore Guest. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Ben dis donc, quel réquisitoire. Oui, Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que cette campagne a, bien sûr, il y a une certaine, peut-être, politique spectacle qui existe, particulièrement en France, d'ailleurs beaucoup plus qu'en Belgique, où cette élection présidentielle a traditionnellement ressemblé à une sorte de match, de compétition qu'on regarde comme une finale de Coupe du Monde de football. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais ça fait partie du jeu. Mais je pense encore une fois que les vrais débats d'idées n'ont pas été occultés. Je veux dire encore une fois, quand Nicolas Sarkozy se présente en candidat du peuple et propose de passer au-delà des corps intermédiaires, par exemple, ça pose de vraies questions sur la gouvernance. Quand François Bayrou propose un référendum sur la moralisation de la vie publique, quand François Hollande propose de présider autrement, ça pose de vraies questions sur ce qu'est la politique aujourd'hui, sur ce que peut proposer aujourd'hui la politique, et ce sont des questions, je trouve, très pertinentes. Autre chose aussi qui m'a semblé très intéressante dans cette campagne et qui va bien au-delà des simples mots échangés ou de la télé-réalité, comme le disait cet internaute, c'est la manière dont on a réussi, malgré l'étroitesse des marges de manœuvre dans cette campagne, parce qu'encore une fois, les caisses sont vides, le poids de la dette est énorme, le pouvoir politique lui-même manque de moyens par rapport à la toute-puissance des marchés. On a réussi à faire dans cette campagne un débat de vrais enjeux, notamment sur d'autres thèmes que les thèmes économiques. Je pense par exemple à la question de l'égalité, à la question des valeurs, et ça, ce sont des vrais enjeux qui se posent, que ce soit par exemple sur l'égalité homme-femme. La gauche a promis, si elle gagne au soir du 6 mai, que l'une de ses premières mesures serait l'égalité entre les hommes et les femmes pour les salaires, par exemple, qui n'est pas une question anodine. Idem pour le mariage homosexuel, par exemple. Autant de questions qui sont sur les valeurs, sur le modèle de société. Je pense aussi à la question de la fraternité ou du communautarisme. Toutes ces questions autour des valeurs qui s'écartent des enjeux économiques ont été vraiment posées dans cette campagne et méritent qu'on s'y attardait. Et je trouve que le débat n'a pas été de si mauvaise qualité, quoi qu'en dise notre ami internaute. Notre invité. Voilà, je crois que Guest en aura eu pour son réquisitoire via votre réponse. Pour conclure ce 11h02, Joël, peut-être Luc vous demande tout simplement quel est votre pronostic pour ce premier tour. Est-ce qu'une surprise du côté d'un Mélenchon ou d'une Marine Le Pen est toujours envisageable? Oui, je dirais il y a toujours des surprises qui sont envisageables. Vous me demandez mon pronostic. Moi, j'étais l'une des rares parmi la presse étrangère que je connais bien ici à parier longtemps sur la victoire de Nicolas Sarkozy. Et jusqu'il y a
très peu de temps, j'y ai encore cru, mais le basculement, je vous le disais, pour moi c'est fait il y a quelques jours à peine. Et d'autre part, les surprises, oui, elles sont toujours à attendre tant que le vote n'a pas eu lieu, elles peuvent se produire. Je pense notamment à Marine Le Pen, qui est très difficile à mesurer par les sondeurs aujourd'hui, tout simplement parce que ils ont toujours eu du mal avec Jean-Marie Le Pen, qui incarnait un autre Front National, même si les idées sont quasiment identiques, la vitrine a fortement changé, et les sondeurs utilisent des correctifs pour mesurer le Front National. Et aujourd'hui, on a très peu de données sur la justesse de ces correctifs. La mesure-t-on trop haut, trop bas? On n'en sait rien, à vrai dire, et c'est une vraie inconnue. On va voir son score dimanche soir, mais de ce côté-là, je ne serais pas surprise que justement on puisse y avoir, même si je ne crois pas du tout à l'hypothèse de sa qualification au second tour, mais elle pourrait faire un score très élevé, ce qui ne m'étonnerait pas. Une vraie inconnue, vous le disiez, hein, dont le dénouement de toute façon tombera dimanche, quoi qu'il arrive, à 20h en France, mais on le sait, on vous retrouvera avec plaisir aux premières heures de cette journée de dimanche, hein, pour les premières estimations et les tout premiers résultats. Ce sera sur le soir.be, et puis également toute votre analyse, votre recul dans le journal le lendemain. En tout cas, merci beaucoup Joël d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci aussi pour tous vos éclairages au cours de cette campagne du premier tour. Et on se retrouvera avec plaisir pour le second tour. Ben, merci et plaisir partagé. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir.